Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, nous recevons l'historien Simon-Pierre Lacasse qui vient nous parler de son livre « Les Juifs de la Révolution tranquille », regard d'une minorité religieuse sur le Québec des années 1945 à 1976, paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Il est interviewé par notre collègue, l'historien et professeur Pierre Anctil. Bonne émission! Aujourd'hui, à notre Histoire en tête, on reçoit Simon-Pierre Lacasse qui vient de publier aux presses de l'Université d'Ottawa un ouvrage remarquable, tout à fait dans un esprit nouveau, qui s'intitule « Les Juifs de la Révolution tranquille, regard d'une minorité religieuse sur le Québec de 1945 à 1976 ». Et devant nous, on va pouvoir discuter de cette question. Simon-Pierre, tu es avec moi ce matin. C'est nouveau parce que le gros des recherches s'est fait sur la période d'avant-guerre. Et toi, tu as franchi la limite. Tu t'es intéressé à la période d'après-guerre. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Bien, écoutez, c'est sûr que la première étape importante à franchir pour les chercheuses et les chercheurs en histoire de la communauté juive au Québec, c'était de comprendre comment la communauté s'est installée, comment est-ce qu'elle a développé ses bases institutionnelles. Et puis, qu'est-ce que ça signifiait pour une minorité non chrétienne de s'établir dans une ville comme Montréal qui est profondément divisée entre confessions religieuses, qui l'était du moins jusqu'aux années 60. Alors, ce travail-là a été très bien accompli par toute une génération de chercheuses et de chercheurs. On l'a observé le phénomène sous toutes ses coutures. Puis moi, j'arrive peut-être comme une nouvelle génération qui est un peu plus éloignée de la période des années 60, qui l'a pas vécu personnellement. Donc, je suis en mesure de poser un regard sur cette période historique importante parce qu'on savait qu'il y avait eu des changements majeurs dans les rapports entre la communauté juive et les non-juifs à Montréal durant l'après-guerre jusqu'aux années 1960, mais on n'avait pas fait encore une étude historique sérieuse basée sur un corpus de sources larges pour comprendre l'étendue de ces rapports-là. Ce qui nous a permis au final de nuancer plusieurs des idées reçues dans la mémoire populaire, dans la mémoire collective sur les rapports entre la population juive et les Canadiens français. Est-ce que c'est un sujet qui avait été beaucoup traité dans l'historiographie? C'est-à-dire non seulement la présence juive au Québec et à Montréal en particulier, mais la place des minorités. On a l'impression que tu ouvres un champ nouveau à partir de ton livre. C'est comme une fondation sur laquelle vont pouvoir s'appuyer d'autres chercheurs. Oui, je crois que il me semble que la communauté juive fait cas de figure quand on veut comprendre le développement de la diversité au Québec, le développement des rapports entre minorités, entre groupes majoritaires et minoritaires. Donc, on a un cas de figure. Puisqu'en quelque sorte, comme j'expliquais un peu plus tôt, là, ça crée un précédent au Québec d'avoir un groupe non chrétien qui s'installe, alors que les portes de l'immigration vont s'ouvrir très largement aux minorités non chrétiennes à partir des années 60 et 70 surtout. Puis là, on a d'autres groupes religieux et puis d'autres groupes ethniques et puis d'autres groupes raciaux aussi, si on veut parler en ces termes-là, qui vont composer la diversité culturelle du Québec. Mais c'est pas vraiment... Mais le regard des historiens et des historiennes s'est peu posé sur ce phénomène-là. On a surtout observé la diversité au sens de rapport entre catholiques et protestants, donc les deux groupes majoritaires. Puis, au Canada français et au Québec, on fait surtout les études québécoises sont surtout centrées sur le Canada français. Donc, on n'a pas beaucoup de regard sur cette diversité. Donc, oui, j'espère que c'est un champ qui va se développer davantage, mais encore une fois, souvent, les historiens, les historiennes sont en décalage, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir un certain recul historique pour pouvoir traiter d'une matière historique, puis ça prend quelques décennies. Puis, sachant là, que la diversité québécoise, évidemment, c'est un phénomène qui a toujours été présent, mais
comme j'ai dit un peu plus tôt, là, qui se développe surtout dans les années 70-80. Alors, on commence à avoir assez de recul pour observer ça. Puis on a vu, il y a certaines études importantes qui ont été faites. Récemment, je passe à Sean Mills, qui a publié un livre très intéressant sur la communauté haïtienne, sur le rapport entre le Canada français et puis l'importance donc dans les discours politiques et intellectuels de l'arrivée de cette communauté-là au Québec durant les années 60-70. Il y a plus de travaux qui commencent à sortir, mais c'est un champ qui est encore en construction. Qu'est-ce qui t'a poussé dans le sens, l'ouvrage est basé sur les périodiques, deux périodiques, plusieurs centaines d'articles, d'éditoriaux, de réflexions qui ont paru dans le Canadian Jewish Chronicle et dans le bulletin du Congrès juif canadien entre 45 et 67. Pourquoi tu as choisi cette voie? Je crois que les sources journalistiques sont un corpus de données qui est sous-exploité, qui est exploité de plus en plus, mais pour ce qui est de la recherche même, on sait que c'était très fastidieux, très difficile de faire de la recherche dans des périodiques parce qu'il fallait passer à travers un nombre impressionnant de documents. Et puis, c'est aussi une recherche qui se limite donc à la période moderne. Donc, on sait que l'émergence des journaux de masse, c'est à partir de la fin du 19e siècle. Et puis là, il y a un boom important là, de production journalistique. Fait que, bon, si on fait l'étude de la fin du 19e et du 20e, on a accès à ce corpus de données-là, sauf qu'il faut prendre le temps de passer à travers un nombre important. C'est-à-dire que on ne peut pas baser son point de vue seulement sur l'anecdote tirée d'une pièce éditoriale ou d'un article en particulier. Il faut vraiment y aller dans la masse pour comprendre comment ça évolue dans le temps, puis comment ces propos sont répercutés, proposés par plusieurs personnes au sein d'un journal ou de plusieurs journaux, puis c'est quoi la fréquence, puis comment ça évolue au fil du temps. Donc, ça nous permet de faire en quelque sorte une analyse qualitative, c'est-à-dire une analyse de discours sur le texte, mais aussi d'une dimension quantitative, c'est-à-dire comment ça évolue, est-ce qu'on en parle beaucoup plus, beaucoup moins, puis ça devient le reflet de discours qui vont avoir un impact important, puis qui reflètent en quelque sorte le point de vue de ces communautés-là. La communauté juive aussi, on sait que les journaux, c'était une source qui était très probante parce que les journaux de la communauté juive sont vraiment des journaux communautaire, c'est-à-dire que c'est une population au lendemain de la guerre qui consomme donc les nouvelles courantes, surtout dans les journaux généralistes. Ils vont lire le Montreal Star, le Montreal Gazette, puisque la communauté est surtout anglophone. Évidemment, il y a l'arrivée des Juifs séfarades dans les années 50-60 qui va changer la donne. Mais donc, ils consomment beaucoup de nouvelles dans les journaux généralistes, mais les journaux communautaires ont un point de vue qui est vraiment ancré sur les enjeux qui reflètent les enjeux de la communauté. Donc, en regardant ces journaux-là, on peut comprendre un peu leur position. Alors, qui publie le Canadian Jewish Chronicle et qui, fondamentalement, exprime une opinion dans ce périodique? Donc, le Canadian Jewish Chronicle est un journal indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à une institution ou à un groupe communautaire là, de la communauté juive. Alors ça le différencie, par exemple, du Congress Bulletin, qui est la deuxième source que j'ai utilisée. Le Congress Bulletin, c'est l'organe officiel du Congrès juif canadien, qui est l'organisation qui représente les intérêts de la communauté juive au Canada. Donc, le Canadian Jewish Chronicle, pour sa part, a une certaine indépendance de l'institution qui représente principalement la communauté juive, le Canadian Jewish Chronicle. Donc, ça lui permet parfois de se poser en porte-à-faux face à des positions du Congrès juif canadien, parfois à le critiquer, mais il y a aussi des vases communicants importants. Donc, c'est surtout... c'est des activistes communautaires qui participent à ce journal-là. Certains d'entre eux font partie du Congrès juif canadien, d'autres n'en font pas partie, mais dans tous les cas, ce sont des individus qui sont tous marqués par un désir d'activisme communautaire, qui sont portés qui sont touchés par les enjeux de survie culturelle de la communauté juive au sein du Québec, au sein du Canada. Donc, il y a vraiment... c'est un journal de combat, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, c'est des opinions qui sont fortes et puis qui sont, marquées par l'activisme communautaire. Simon-Pierre, peux-tu nous donner un portrait de la communauté juive dans les années d'après-guerre, là, jusqu'à l'élection de René Lévesque en 67, pour que les auditeurs comprennent bien, il s'agit de combien
niveau socio-économique, compétences linguistiques. Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la période d'immigration principale durant laquelle la communauté juive montréalaise s'est composée en grande partie, c'est à partir de l'élection de Wilfrid Laurier en 1896 et du plan d'un de ses ministres, Clifford Sifton, qui avait comme idée là, de peupler le Canada en ouvrant les portes de l'immigration très largement au continent européen. Donc, la population juive va se former vraiment durant cette période-là, puis va croître très, très rapidement. Ce sont des immigrants, surtout de l'Empire russe, qui sont yiddishophones, qui sont surtout issus des classes ouvrières, et puis qui vont intégrer donc la classe ouvrière montréalaise aux côtés de Canadiens français et d'immigrants d'autres horizons. Donc, par contre, à partir des années 20, on va voir le gouvernement canadien changer ses politiques d'immigration puis chercher à restreindre le nombre d'immigrants. Et puis, ça commence en 1921. Et puis, durant les années 30, durant la Grande Dépression, alors on coupe à peu près complètement, on ferme à peu près complètement les portes de l'immigration. Puis, durant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, il y a très peu d'immigration. Donc, ce que ça fait, c'est que très rapidement, la communauté juive va se constituer à force de forte immigration durant la première décennie du 20e siècle. Et puis, on a à peu près là, 60 000 personnes de confession juive qui vivent à Montréal au tournant des années 30. Et puis, cette communauté-là, au lendemain de la guerre, n'a pas été renforcée c'est-à-dire par de nouveaux arrivages. On sait évidemment il y a eu des tragédies durant les années 30. On parle de l'Holocauste, évidemment, des différentes exactions du régime nazi en Allemagne. Et puis on sait là, au Canada, il y a des drames qu'on a beaucoup parlé dans l'espace public récemment, là, comme le bateau Saint-Louis, plusieurs réfugiés qui ont été rebutés aux frontières. Mais donc, au lendemain de la guerre, c'est une communauté qui est installée au pays, pour la plupart, depuis très longtemps. Donc, soit ils sont nés au Canada de plus jeunes générations, ou ils sont depuis au moins 30 ans. Donc, c'est une communauté qui va tranquillement, mais sûrement s'angliciser. Donc, évidemment, parce qu'on sait que la communauté juive a évolué dans le milieu protestant, donc il n'y avait pas d'ouverture pour aller dans les écoles catholiques, donc va surtout adopter la langue anglaise. Et puis, va tranquillement monter dans l'échelle socio-économique du Canada. Dans le contexte d'après-guerre, on sait qu'en 1945 et 1973, on a une croissance économique, une prospérité au pays à laquelle toutes les composantes de la population profitent, incluant la communauté juive. Alors, on va passer d'une population qui est surtout de classe ouvrière, qui va donc travailler dans les manufactures, mais qui va tranquillement se professionnaliser et puis être capable d'intégrer les rangs de la classe moyenne canadienne, puis qui aussi perd la langue yiddish pour la majorité au profit de la langue anglaise. Et puis, un nombre important vont aussi développer des compétences en français éventuellement durant les décennies d'après-guerre. En gros, si on comprend bien, le Canadian Jewish Chronicle est confronté à des courants politiques, culturels nouveaux au Québec, à Montréal en particulier. Il est confronté à des situations que la communauté qui était tournée vers le monde anglophone n'avait pas nécessairement prévues. Est-ce que c'est une période difficile pour la communauté juive? Est-ce que vraiment, pour les Juifs de Montréal, est-ce qu'il y a des phénomènes qui les bousculent, qui les dérangent, qui font qu'ils vont se sentir en quelque sorte moins confortables? Ou est-ce que non? Qu'est-ce qui a émergé finalement? En gros, après, on va aller dans des thèmes plus précis pour aider nos auditeurs à comprendre comment on a décodé la réalité québécoise dans le Canadian Jewish Chronicle. Bien, je crois que le mot pour bien résumer la manière dont la communauté juive réagit aux changements sociopolitiques du Québec après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la Révolution tranquille, c'est vraiment l'ambivalence. Parce que d'une part, c'est une communauté qui... il y a une baisse drastique de l'antisémitisme au Canada en général. C'est vrai au Québec, c'est vrai à l'extérieur aussi, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'antisémitisme est un phénomène qui devient socialement inacceptable pour des franges très importantes et pour le grand public, certainement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement émerger des sources de la communauté juive. Les phénomènes antisémites
sont en décroissance. Donc ça, il y a ce contexte-là déjà qui amène à l'ouverture, qui fait que la communauté juive peut se tourner davantage à bâtir des ponts plutôt qu'à se défendre constamment dans des contextes où ils vont être la cible d'antisémitisme. Donc il y a ce contexte-là d'ouverture qui permet des rapprochements importants. Et puis, peut-être puisqu'on va aller plus en détail dans certains sujets, je crois qu'on pourrait s'en tenir à dire, puisque quand on parle de la Révolution tranquille, évidemment, c'est un phénomène où il y a plusieurs dimensions qu'il faut tenter de cerner parce que on peut l'interpréter de plusieurs manières. Mais si on veut se limiter à l'émergence du nationalisme ou du courant souverainiste, on doit comprendre que la communauté juive, d'une part, a une sympathie pour le sentiment nationaliste ou pour le souverainisme, dans un contexte où c'est une communauté qui est elle-même animée pour une grande partie de sa population par des sentiments nationalistes, donc dans la foulée de la création de l'État d'Israël, et puis après, là, durant les années 60, avec les événements assez tragiques et importants de la guerre de 6 jours en 1967. Donc, tu sais, ils comprennent d'où ce sentiment de survie culturelle, de vouloir créer un État indépendant, ils ont certaines sympathies. Mais là où il y a une ambivalence, c'est que, en contrepartie, ils sont chargés d'une histoire, d'une longue histoire de persécution. Et puis, la plupart du temps, lorsqu'il y a eu des sentiments nationalistes qui ont émergé, ils en ont été les souffre-douleurs. Donc, ils ont été ciblés par le nationalisme de manière parfois violente et tragique, comme on a vu évidemment durant la Deuxième Guerre mondiale et durant la Shoah. Donc, c'est vraiment là où il y a une ambivalence. Donc, le Canadian Jewish Chronicle puis le Congress Bulletin avancent en quelque sorte avec prudence. Oui. Il y a une ouverture, puis en même temps, il y a une méfiance. Oui, puis c'est pour ça, je pense que c'est une source qui est vraiment probante parce qu'on a vraiment les deux côtés de la médaille. On a une critique fondamentale de tous les agissements du gouvernement québécois en matière de gestion linguistique, de gestion de la diversité, d'immigration, de questions liées au nationalisme en général. Donc, on s'engage, ou du moins, on est en dialogue avec ces idées-là de manière nuancée. On va saluer certaines initiatives du gouvernement, mais on va aussi en critiquer plusieurs. C'est là où on comprend qu'on a un rapport qui est très complexe puis qui va bien au-delà de ce qu'on aurait pu percevoir ou ce qu'on aurait pu penser de la réaction de la communauté juive face au nationalisme québécois, mais plus généralement de la Révolution tranquille dans la période, là. Donc, si je te comprends bien, dans ton livre, on découvre des nuances, on découvre une complexité, on découvre une ambivalence qui n'est pas toujours perçue du point de vue des francophones si on lit Le Devoir ou la presse, puis qui n'est pas toujours perçue non plus dans les commentaires généraux qu'on lit parfois dans la presse juive d'aujourd'hui. Donc, c'est une époque d'à peu près 30 ans, où il y a beaucoup de réflexions, si je comprends bien, sur le sujet du Québec. Oui. Puis, je crois que notre perception de cette période-là est beaucoup marquée par peut-être les agissements de certains individus ou de certains contextes qui ont été plus... ou du moins qui ont un peu donné le ton pour la suite des choses. Puis je pense on peut parler, mettons, on peut penser à certaines déclarations incendiaires d'un Bronfman au lendemain de l'élection de 1976, donc qui avait, juste avant l'élection de novembre 1976, avait brandi la menace là, de partir avec ses actifs ailleurs. Donc il y a eu des réactions de certains individus de la communauté juive qui ont vraiment critiqué fortement le nationalisme et le Parti québécois. On pense aussi évidemment à Mordecai Richler, qui est arrivé dans le portrait à la fin des années 80 et puis qui avait développé là, vraiment contribué à cette thèse selon laquelle le nationalisme québécois était profondément, essentiellement teinté par l'antisémitisme et par le racisme. Et puis, de sa propre expérience, son propre parcours, était capable de, ou du moins voulait un peu refléter ce qui s'était passé dans les années 60-70 comme étant un peu le symbole de ça. Puis ça a marqué, puis ça marque encore la perception sur cette période-là. Si on allait vers d'abord les principaux enjeux juifs, parce que les Juifs, comme tu l'as montré, passent d'un statut largement immigrant à
maintenant une majorité de gens dans la population juive de Montréal qui sont natifs, qui ont grandi ici, qui ont été éduqués ici, qui n'ont pas connu autre chose. Qu'est-ce que c'est les enjeux sur lesquels le Canadian Jewish Chronicle va se pencher à partir de 1945? Peut-être ça va nous amener ensuite à voir comment ils vont percevoir à partir de ça le Québec francophone. Oui, bien c'est sûr que je crois qu'un des enjeux principaux qui préoccupent les activistes de la communauté juive, qui touchent à plusieurs autres dimensions de la vie juive au Canada puis au Québec, c'est l'éducation juive. L'éducation juive, c'est un mécanisme qui est jugé absolument essentiel pour la survie communautaire. Donc, on sait qu'après l'Holocauste, il y a tout un enjeu porté évidemment par la destruction, par la disparition de près de 11 millions de personnes juives en Europe, mais aussi de plusieurs centres importants d'éducation juive et puis donc de centres culturels. Donc, lorsque ce terreau culturel des Juifs ashkénazes est détruit, et puis qu'on se tourne maintenant vers Israël comme foyer national juif, on doit s'assurer, en Amérique du Nord, c'est le cas pour Montréal et puis pour New York aussi, et puis pour les États-Unis, de s'assurer qu'on continue d'avoir les mécanismes pour transmettre certains savoirs qui sont spécifiques à la communauté juive, que ce soit l'histoire juive, la religion, la langue hébraïque, le yiddish dans une certaine mesure. Donc ça, c'est une préoccupation centrale. Puis on sait qu'au Québec, il y a eu des enjeux liés à la question de l'éducation juive depuis le tout début, depuis le tournant du siècle. Évidemment, on pourrait refaire l'histoire de ces différents événements, mais disons simplement que dans un contexte biconfessionnel, la communauté juive a été aiguillée vers le système protestant, mais à différentes périodes, il y a eu parmi la communauté juive certaines franges de cette communauté qui voulaient créer un système d'éducation indépendant, puis voulaient avoir davantage de justice sociale autour de l'élection de commissaires, par exemple, puis pouvoir participer aux élections, pas municipales, scolaires. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait un contexte propre au Québec à parler d'éducation, puis il y avait aussi des enjeux liés à cette communauté-là. Alors, lorsqu'on arrive dans la Révolution tranquille, ça devient un sujet de discussion important parce qu'on sait qu'au Québec, il y a eu aussi plusieurs discussions fondamentales sur le rôle de l'éducation. C'est aussi une époque où il y a un rapprochement, pour la première fois, entre les catholiques, parce qu'on est encore dans une époque pré-Révolution tranquille, les catholiques francophones, le Concile du Vatican des années 60, la déclaration de Nostra Aetate en 65 à l'effet que les chrétiens doivent une partie de leur héritage au judaïsme, la création de l'État d'Israël. Il y a beaucoup qui tournent autour de cette question. Et aussi le sentiment de la part de l'Église d'avoir failli à la tâche pendant la Shoah. Est-ce que c'est une part importante de ces préoccupations? Oui, et puis je crois que pour comprendre la manière dont les activistes de la communauté juive vont pouvoir participer à la Révolution tranquille durant les années 60, il faut vraiment aussi revenir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour voir comment est-ce que le champ de l'œcuménisme s'est vraiment ouvert. Et puis, il y a eu des actions importantes qui ont été menées par l'archevêché de Montréal. On parle évidemment de l'archevêque Joseph Charbonneau, qui ont mené à des rapprochements importants. Et puis, ça a été une conversation qui est d'abord œcuménique entre catholiques et juifs, qui a ouvert le champ à un dialogue interculturel qui s'est élargi durant les années 60. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boyim, Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boyim, Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boyim, Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom lo boyna boyim, Hashem lo yishmori, shav shokat shoymei. Hine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoymei Yisrael.
yanum, lo yanum velo yisham, lo yanum velo yisham, shoyme Yisrael. Hine lo yanum velo yisham, lo yanum velo yisham, shoyme Yisrael. Hine lo yanum velo yisham, lo yanum velo yisham, shoyme Yisrael. Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer. Im Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer. Im Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer. Im Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer. Hine lo yanum velo yisham, lo yanum velo yisham, shoyme Yisrael. Hine lo yanum velo yisham, lo yanum velo yisham, shoyme Yisrael. Na 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 na. Simon-Pierre, tu viens nous expliquer, il y a eu un rapprochement entre catholiques et juifs, entre chrétiens et juifs, après la guerre, qui s'est tourné beaucoup vers la synagogue, l'Église, les prêtres. Mais au même moment, dans le Canadian Jewish Chronicle, émerge aussi une préoccupation plus culturelle qui est liée, je dirais, à la sphère laïque, séculière. On pense, par exemple, au cercle juif de langue française qui va émerger tout de suite au début des années 50. Donc, les Juifs vont comprendre qu'il faut s'adresser aux francophones en français et qu'il faut les solliciter. Et aussi, c'est la question de la poésie de A.M. Klein. A.M. Klein va écrire The Rocking Chair and Other Poems, dont va se saisir le Congrès juif pour montrer la bonne volonté des Juifs face au Canada français. Peux-tu nous en dire plus sur ça? Parce que c'est vraiment un point de départ d'une nouvelle démarche. Oui, puis je crois que de percevoir ce mouvement-là vers une rencontre surtout interreligieuse, donc vers ensuite une rencontre qui est davantage interculturelle dans les sphères laïques, c'est aussi une autre métaphore ou une autre fenêtre pour comprendre l'évolution du Québec en soi à ce moment-là, où la majorité des milieux intellectuels ou artistiques sont confinés d'une certaine manière dans les institutions religieuses puis vont tranquillement s'ouvrir au lendemain de la guerre. Donc ça, on est dans une perspective, si on veut, de la longue révolution tranquille, c'est-à-dire de voir ces changements qui commencent à apparaître déjà durant les années 40 et 1950. Donc ça se fait de manière organique, au sens où on ne peut pas substituer complètement la dimension religieuse des mouvements, des phénomènes artistiques ou interculturels, puis on ne peut pas non plus substituer la religion de la culture canadienne-française. Donc, les deux sont interreliés, mais si on pense plus particulièrement aux actions menées par le Cercle juif de langue française, c'est un groupe qui émerge durant les années, en 1949, mais qui va prendre du galon à partir de l'arrivée de Naïm Katan en 1954, et puis qui va vraiment aller de plein front. Donc, on va non seulement être en dialogue entre instances religieuses, comme c'était le cas dans les années 30, mais vraiment inviter des intellectuels canadiens-français, des artistes, des romancières. Et puis, on va vouloir parler de leurs œuvres dans une optique vraiment de dialogue interculturel. Et puis, ce qu'on va voir émerger tranquillement, c'est une perception du Québec qui se modernise. Et puis, si on veut, le stéréotype en anglais qu'on dit de priest-ridden province, c'est-à-dire une province qui est criblée par la prêtrise, enfin, on pourrait le traduire de différentes manières, tranquillement va
se moduler au profit d'une société qui est de plus en plus ouverte à la diversité ou de plus en plus ouverte à discuter de la diversité. Donc, si je comprends bien, le Chronicle non seulement observe ces phénomènes, mais les encourage, considère que c'est une manière efficace de sortir de la dynamique qui était celle de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire une dynamique où il n'y avait pas d'échange autrement qu'à travers des facteurs négatifs comme l'antisémitisme, le rejet des Juifs, etc., etc. Oui, en fait, c'est vraiment tout ce qu'ils appellent le champ des relations publiques qui devient un champ d'activité important du Congrès juif canadien, mais de plusieurs de ses activistes, qui vraiment, là, il y a des ressources disponibles, il y a davantage de connaissances, de compréhension du Canada français, de certains de ces individus les plus marquants, et puis on est capable de s'en aller vraiment dans une perspective plus positive de construction des ponts. Évidemment, il ne faut pas nier l'antisémitisme qui va continuer de sévir à ce moment-là, et puis tout ça fait partie de l'équation, mais le mot d'ordre, ou du moins ce qu'on retient le plus des sources journalistiques juives à ce moment-là, c'est celui de l'ouverture du Canada français. Puis ça, c'est vraiment marqué, inscrit en toutes lettres dans plusieurs éditoriaux importants. Et puis c'est ça, il y a un changement de ton. Ça, c'est indéniable, à partir de 1945. Il reste que Adrien Arcand circule encore. Il y a l'apparition du Crédit social qui tient un discours assez hostile aux minorités, entre autres juives. Un vieux discours qui n'a pas été remis à l'ordre du jour. Il y a des ministres de Duplessis comme Laurent Barré qui tiennent des propos désagréables. Comment le Canadian Jewish Chronicle juge l'antisémitisme et son évolution? C'est un phénomène clé. On comprend que les personnes, les communautés qui sont victimes de racisme, ou dans ce cas-ci d'antisémitisme, sont bien placées pour comprendre, évaluer, réfléchissent beaucoup à la question, alors que du côté francophone, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une idée claire de ce qui se produit. Comment c'est jugé dans ces périodiques? Donc, on va toujours se dresser se braquer contre l'antisémitisme à chaque fois qu'il y a un événement, surtout quand ça vient de l'Assemblée législative. On parle de Laurent Barré, par exemple. À ce moment-là, on dit l'Assemblée nationale. Donc, il va, lorsqu'il y a des déclarations incendiaires puis complètement ignorantes qui sont faites par, dans ce cas-là, Laurent Barré, le ministre de l'Agriculture. Et puis, il représente une certaine classe sociale dans le Québec rural. Et puis, donc, la réaction va être instantanée. Les activistes de la communauté juive veulent une forme de réparation, veulent que le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, à ce moment-là, se prononce ou dénonce ou même renvoie son ministre. Évidemment, ils n'auront pas ce genre de... les résultats ne seront pas escomptés, mais il va quand même y avoir à leurs yeux une forme de réponse suffisante de Maurice Duplessis qui va rassurer la population. Mais enfin, je crois que pour répondre à ta question directement, on se braque, mais on fait la part des choses. C'est-à-dire qu'on est conscient que le climat social a beaucoup changé au Québec et au Canada depuis les années 30. On est dans un contexte différent. L'antisémitisme est à la baisse. Donc, lorsqu'on voit des phénomènes antisémites comme celui qui se passe à l'Assemblée nationale ou on parle à la resurgence d'Adrien Arcand, on est conscient qu'ils n'auront pas la même emprise ou ils n'auront pas le même écho dans la société québécoise. Donc, c'est une menace qui est moindre, qui doit être dénoncée, qui doit être combattue, mais qui doit être quand même nuancée par un climat social qui est largement plus positif. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs c'est ce que tu observes dans ton ouvrage, il y a des francophones, il y a des journaux francophones, il y a des activistes qui vont aussi, du côté francophone, dénoncer les antisémites et qui vont faire comprendre à la communauté que l'antisémitisme n'est pas non plus acceptable pour le Québec moderne. Oui, ça c'est un autre aspect fondamental, c'est qu'ils ont des alliés. À partir du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a des alliés au sein des élites canadiennes françaises. J'ai parlé de Joseph Charbonneau, l'archevêque de Montréal, un peu plus tôt, mais ça c'est un exemple important. Donc lorsque une des feuilles antisémites d'Adrien Arcand va reparaître à partir de 1947, elle s'appelle Le Goglu, elle avait été publiée durant les années 30, et puis on a le même genre d'antisémitisme morbide qu'on voyait dans les publications avec les caricatures vraiment qui vont dessiner à gros traits vulgaires certains individus juifs. Bref,
Ça reparaît, puis à ce moment-là, on a une prise de position de l'archevêque de Montréal qui va clairement dénoncer ça, qui va même, si on suit le fil des sources, il apparaît même que qu'il aurait interagi directement, menant à la fermeture du journal Le Goglu. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment repris par les journaux juifs comme un exemple très concret du changement de ton. Et puis, ça crée un précédent dans la province. Alors, pour la première fois, il y a un archevêque qui est quand même une position très importante au sein de la hiérarchie catholique qui va dénoncer l'antisémitisme. Et puis ça, c'est un jour nouveau, finalement. Et ça laisse des traces pendant longtemps. Parlons de Duplessis un petit peu. C'est quand même un personnage qui domine la période. C'est 15 ans de ta période jusqu'en 1960. Oui. Évidemment, l'historiographie débat énormément sur Duplessis depuis quelques années. Est-ce qu'il était à droite? Est-ce qu'il était nationaliste? Est-ce qu'il était antisémite? Comment, alors c'est long, 15 ans, comment la communauté s'adapte, s'ajuste à Duplessis et comment finalement on finit par tenir compte de ce qui s'en vient? C'est encore pas la Révolution tranquille dans le sens normatif, mais est-ce que Duplessis représente un changement par rapport à ce qu'on voyait dans les années 30 ou précédemment au niveau de l'accueil qu'on fait de la diversité au Québec français? Donc, moi, je peux surtout parler de la réaction des périodiques juifs par rapport à Duplessis. Donc, c'est pas un travail que je fais exactement pour comprendre comment Duplessis conçoit la diversité. Il y a d'autres recherches qui sont penchées là-dessus. Mais je crois qu'on doit commencer par sortir de la politique provinciale pour penser plus largement au rapport entre politique fédérale et provinciale, parce qu'on sait qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une forte centralisation des pouvoirs donc, qui, autour d'Ottawa, au détriment des provinces. Et puis, une partie importante de la population non francophone au Québec considèrent que leurs enjeux, généralement, sont mieux défendus par le gouvernement fédéral. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a assez peu d'implications directes dans la politique provinciale de la part des non-francophones. Donc ça, c'est vrai pour la population juive et pour la population anglophone en général. Donc, ça se reflète dans les sources juives par un certain silence ou du moins un manque d'engagement direct avec la politique provinciale. C'est un peu comme de dire, bon, le gouvernement de Maurice Duplessis, c'est le gouvernement des Canadiens français. Il parle seulement d'autonomie provinciale, il est opposé à l'immigration, plus généralement, il veut retenir le plus de pouvoir entre les mains de la province dans un contexte de centralisation puis d'émergence d'un gouvernement fédéral canadien fort. Alors, on reste un peu en retrait. Cela étant dit, on sait que Maurice Duplessis, donc c'est difficile de parler ou du moins d'évaluer sa position personnelle par rapport à la diversité ou par rapport à l'antisémitisme. Il y a un exemple, évidemment, qui a fait cas de figure. Il a fait une déclaration antisémite durant la campagne électorale menant à l'élection de 1944. Il était dans un comté rural de Beauce, à Sainte-Claire de Dorchester. Et puis, il a déclaré, il a inventé de toutes pièces donc une lettre qui aurait été envoyée par une organisation sioniste au Parti libéral du Québec, qui était son opposant politique à ce moment-là, comme quoi il y aurait un nombre important de réfugiés juifs qui seraient appelés à arriver au Québec si le gouvernement libéral était élu. Alors, la soi-disant organisation sioniste n'existait pas. La lettre avait été aussi inventée de toutes pièces, et puis ça a été exposé au grand jour, et puis évidemment, la communauté juive a réagi fortement. Alors, c'était un antisémitisme de bas niveau, qui était vraiment, qui était pour des raisons électoralistes. Simplement, dans un comté rural où des personnes ont peut-être eux-mêmes croisé très peu de personnes juives au quotidien, et puis bon, finalement, on se sert de l'ignorance des gens, bon, pour des raisons électoralistes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a assez peu retenu cet événement-là. La communauté juive, durant l'après-guerre, en parle peu, puis le peu d'interventions qu'on a par rapport à Maurice Duplessis puis à ses politiques sont
surtout positives. Et puis ça, c'est quand même intéressant parce qu'on s'attendrait au contraire quand même. Hein. C'est un premier ministre autoritaire. On sait qu'il est complètement opposé à toute forme là, de projet de loi sur les droits humains, sur les droits civils. On sait que c'est un champ qui émerge beaucoup durant l'après-guerre, ailleurs au pays, aux États-Unis également. C'est des conversations que Duplessis ne veut pas avoir. Et puis qui sont des champs d'action, d'activité très importants des activistes de la communauté juive. Donc, pourquoi ce silence ou ce ton plutôt positif? Alors, il y a deux hypothèses qu'on peut apporter. Une est que on va se limiter finalement à voir les choses positives que Maurice Duplessis a faites pour la communauté juive, parce qu'il y a certains gestes significatifs qui ont été posés. Donc, après la guerre, une commission scolaire protestante à Outremont voulait cesser de scolariser les enfants juifs, parce qu'on arrivait au terme d'une entente, un certain nombre d'années qui avait été signée, et puis là, on disait, on va arrêter d'accueillir les écoliers juifs. Donc, ça a pris une intervention directe de Maurice Duplessis dans le dossier pour contraindre la commission scolaire à poursuivre leur engagement à scolariser les enfants juifs. Donc, ça, c'est un événement. Ensuite, il y a il y avait un film sur Oliver Twist, qui devait être projeté au Québec. Et puis, on sait qu'il y a un des personnages dans l'histoire de Oliver Twist qui est une personne juive, mais qui est aussi caricaturé en des termes très antisémites. Alors, on a fait pression auprès du gouvernement pour censurer le film. On sait que la censure des films au Québec était très forte à ce moment-là. Il y avait tout l'appareil en place pour censurer des films qui ne plaisaient pas à Maurice Duplessis lui-même ou qui allaient contre les valeurs catholiques. Mais dans ce cas-là, on a utilisé ces mêmes mécanismes pour répondre aux doléances de la population juive avec succès. Donc ça, on considère que c'est positif. Puis au final, on parle de lui comme quelqu'un qui était en faveur de la survie culturelle pour défendre les Canadiens français. Donc ça, on considérait que c'était quelque chose qui résonnait au sein de la population juive, qui est aussi porté par des sentiments de survie culturelle. Alors ça, c'est d'une part plutôt positif. La deuxième perception, c'est celle c'est celle, on n'en a pas beaucoup parlé du Duplessis, peut-être parce qu'on avait un positionnement stratégique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas attirer les foudres du chef du premier ministre. Donc dans ce contexte-là, on va en parler le moins possible et puis ne pas s'engager dans un dialogue. Duplessis meurt en 59. Alors, Jean Lesage vient au pouvoir. C'est la date habituelle du début de la Révolution tranquille, du moins pour ce qui est des changements structurels, légaux, institutionnels, même si on sait que les idées avaient transité à travers le Québec au moins 20 ans avant. La Révolution tranquille, c'est un coup de tonnerre. C'est une série de changements extrêmement rapides. On a l'impression que la communauté juive accueille la Révolution tranquille parce que ça va moderniser le Québec, ça va amener des positions plus progressistes et, par contre, ça va amener une résurgence du nationalisme et ça va amener la création du mouvement Souveraineté Association et la création du Parti québécois un peu après. Est-ce qu'il y a une ambivalence là aussi, finalement? Oui, il y a absolument une ambivalence, mais on va seulement la voir émerger à partir de 1967-1968, c'est-à-dire au moment où est-ce que la tension vraiment va monter entre certaines franges un peu plus radicales du nationalisme québécois. On sait que le FLQ entre en scène à partir de 1963, mais il y a eu des événements, donc le défilé là, de la Saint-Jean auquel Pierre-Éliott Trudeau a assisté en 1968, et puis la visite de Charles de Gaulle, l'Expo 67. Le ton va monter, des manifestations étudiantes pour un McGill français. Donc, il y a plusieurs événements où est-ce que la pression va monter dans la cocotte, et puis là, on commence à ressentir peut-être un peu plus de pression. Cela étant dit, les premières années, donc si on veut parler, mettons, là, de la Révolution tranquille comme se limitant aux 2 mandats de Jean Lesage, de 1960 à 62, de 62 à 66, on a vraiment de manière presque unanime, on soutient toutes les différentes réformes, parce que ce qui est très clair, c'est que malgré
la révolution culturelle, le néonationalisme, on considère qu'il y a un élargissement des voies démocratiques dans la société québécoise qui est vraiment très évident. Et puis ça se reflète peut-être de manière très claire pour la communauté juive par le fait qu'ils sont invités à participer au débat. Donc on sait que les années 60, c'est une explosion des formes de mobilisation consultative du gouvernement sous la forme de commission royale d'enquête. Si on veut s'arrêter seulement à ce fait-là, durant les années 60, seulement il y a plus d'une vingtaine de commissions d'enquête qui sont lancées par le gouvernement pour appeler la population à donner leur point de vue. Les organismes comme le Congrès juif canadien ou d'autres organisations communautaires de la communauté juive sont appelés à participer à ça. Et puis ça, vraiment, ça ouvre un chapitre nouveau. Parce qu'on sait que, juste à simple titre de comparaison, durant les années 50, vraiment des commissions d'enquête pour obtenir le point de vue de la population, il y a seulement eu la commission Tremblay qui a été tablettée ensuite par le gouverneur, par Maurice Duplessis, parce qu'on n'arrivait pas aux conclusions qu'il avait souhaitées. Puis on est dans une forme de gouvernement autoritaire, mais là, on change complètement. Puis il y a vraiment une possibilité pour la communauté juive de donner leur point de vue puis de participer au débat. Un autre phénomène très important qui va avoir un impact sur la communauté juive, c'est l'arrivée des séfarades marocains, qui sont de langue maternelle française, qui ont été formés dans les écoles, évidemment, de l'Alliance israélite universelle, et qui vont tout à coup, à la fin des années 50-60, redéfinir la communauté, exiger des services en français. Est-ce que ça aussi, c'est un mécanisme qui va pousser la communauté vers une meilleure ouverture, meilleure acceptation du fait français en général? Parce que déjà, à partir de la fin des années 60, on voit les premières lois linguistiques apparaître et on s'achemine vers la loi 101. Oui, oui, c'est sûr que on entend beaucoup parler pour la première fois dans l'espace public canadien durant les années 60 du fait français. Le fait français devient l'objet de controverses, de débats dans le cadre aussi par la suite là, de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la commission Laurando-Dunton. Donc, à partir de ce moment-là, pour la communauté juive, pour le Congrès juif canadien, l'arrivée de juifs séfarades est en quelque sorte commode. Si on veut se limiter à cet aspect-là dans la société québécoise, au sens où, à partir de ce moment-là, le fait français devient aussi, en quelque sorte, le fait juif. C'est-à-dire qu'il y a une population de langue, de première ou de deuxième langue française, qui veut continuer de vivre en français. Et puis, ça permet d'entrevoir une forme de vie culturelle au Québec en français par le biais de cette communauté-là. Puis ça donne aussi peut-être davantage de raisons aux organisations de la communauté juive de promouvoir le bilinguisme anglais-français. Cela étant dit, on sait que l'intégration des Juifs séfarades est empreinte d'abord par une forme d'antisémitisme et de rejet venant du Canada français. Évidemment, tout ça fait toujours partie de l'équation. Il y a donc une forme d'attraction et de répulsion qui sont toujours présentes. Et puis aussi une forme de rejet de la communauté juive déjà installée, d'ascendance ashkénaze, donc européenne, qui perçoit dans cette population de culture arabe un groupe peut-être différent, puis il va y avoir une forme, on peut aller jusqu'à parler de racisation finalement, de racialisation de cette population nord-africaine comme étant peut-être inférieure sur le plan culturel. Donc, bref, il y a des tensions à l'intérieur même de la communauté, mais lorsqu'on est dans un contexte où on parle de politique québécoise, de société québécoise, alors là, on voit d'un œil positif l'arrivée de cette population séfarade francophone parce que ça devient vraiment un prétexte, un contexte pour parler là, du français dans la communauté juive et puis pour entrevoir un futur au Québec. On a l'impression quand on lit les publications du Cercle juif de langue française des années 50 et 60 et de la contribution de Naïm Katan, que l'ouverture face à la langue française était sincère dans la communauté, était réelle et souvent venant de gens qui ne maîtrisaient pas le français. On a beaucoup d'exemples de rencontres du Cercle juif où finalement il y avait des difficultés linguistiques d'expression de part et d'autre. Par contre, la donne a changé à partir du moment où on a voulu
écrire des lois linguistiques et forcer une transition. Et là, ça devient non plus seulement quelque chose de généreux comme dans les années 50, mais là, il y a un aspect coercitif des lois linguistiques québécoises. Comment le Chronicle réagit à ça? Oui, donc je parlais de la tension qui monte un peu plus tôt, puis j'ai donné certains exemples, mais le virage le plus important, après quoi les organisations de la communauté juive vont se braquer contre le nationalisme québécois, c'est les lois linguistiques. Et puis à ce moment-là, en effet, on considère qu'il y a un mouvement antidémocratique, c'est-à-dire qui va forcer par des lois coercitives les nouveaux arrivants à parler le français. Puis on va dire essentiellement que on peut promouvoir la culture française, on peut chercher à être persuasif, à apprendre le français. On soutient amplement le bilinguisme comme un projet pour la communauté juive, mais forcer l'unilinguisme, c'est ça qu'on perçoit là, dans les lois qui sont amenées à partir de la fin des années 60, puis jusqu'à la loi 101, de promouvoir l'unilinguisme francophone, c'est quelque chose qui est vraiment décrit. Puis à partir de ce moment-là, la communauté juive va arrêter de militer en tant que minorité juive, mais va se concevoir comme une des composantes de la communauté anglophone de Montréal. Et puis ça, c'est un virage important qui se perçoit encore aujourd'hui. Et évidemment, René Lévesque est élu en 1976. C'est la fin de ta période. On vient de traverser une trentaine d'années. Est-ce que la communauté s'attendait à ce dénouement? À savoir qu'il y aurait un parti souverainiste qui prendrait le pouvoir pendant plusieurs mandats. Ou est-ce que, finalement, c'est aussi la communauté juive peut s'adapter à ça? Est-ce qu'on est dans un processus d'adaptation qui va mener jusqu'à aujourd'hui, qui est inaltérable et qui est progressif et fondamentalement qui va amener à une situation beaucoup plus sereine? Oui. Peu importe la posture que les gouvernements péquistes et libéraux vont adopter, je crois que le champ de la rencontre entre Juifs et Canadiens français va s'opérer. Parfois même à l'extérieur du discours politique, mais dans les faits. C'est-à-dire que le bilinguisme aujourd'hui, dans une ville comme Montréal, est un fait qui s'est profondément ancré. À cause de la loi 101 dans une certaine mesure, mais aussi par les efforts que les communautés ont fait d'apprendre la langue française. Puis quelqu'un de ma génération, la plupart du temps, va parler les deux langues, l'anglais et le français. Donc, d'une certaine manière, cette communauté bilingue s'est faite au fil du temps. Pour ce qui est des perceptions par rapport au nationalisme, alors là, évidemment, lorsque le Parti québécois est élu en 1976, ça a causé la surprise pour beaucoup de gens, incluant la communauté juive. Et puis, c'est sûr que le projet de séparation politique, on peut dire que de règle générale, c'est pas quelque chose qui est envisagé de manière positive. Il y a quand même un attachement à l'identité canadienne ou au projet confédéral. Donc, la séparation a été soutenue par certains individus dans la communauté juive, mais règle générale, c'est pas un projet qui est très populaire. Cependant, je crois qu'il y avait quand même un respect pour plusieurs des politiques. Donc, c'était un gouvernement de centre-gauche qui défendait, du moins dans une grande mesure, l'État-providence, et puis qui a développé plusieurs programmes d'équité. Donc, dans cette mesure-là, il y avait un respect. Cependant, on est dans un tout autre paysage maintenant, où le nationalisme a été... donc, on a évacué la question souverainisme, fédéraliste. Le débat est ailleurs, puis on est davantage dans une perspective de nationalisme identitaire. Et puis, c'est sûr que ça crée des conversations à présent qui sont très difficiles autour là, de la laïcité et de la sécularisation. Mais plus généralement, je crois que le débat n'est pas terminé, mais qu'à présent, c'est ouvert sur d'autres minorités religieuses, sur d'autres groupes religieux. Et puis, la conversation va se poursuivre. Merci beaucoup, Simon-Pierre Lacasse, de nous avoir parlé de ton livre « Les Juifs de la Révolution tranquille, 1945-1976 ». Et je souhaite que tu poursuives dans le même sens. On a encore beaucoup de choses à apprendre de toi. Merci. Merci, M. Anctil.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Nous remercions notre invité Simon-Pierre Lacasse qui est venu nous parler de son livre « Les Juifs de la Révolution tranquille, regard d'une minorité religieuse sur le Québec de 1945 à 1976 » paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Nous remercions également notre collègue, l'historien et professeur Pierre Anctil, qui l'a interviewé. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre toute nouvelle chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.